Les singes sont un groupe de mammifères de l'ordre des primates. Même si leur ressemblance avec l'homme est frappante, la science a mis de nombreux siècles à prouver le lien étroit qui existe entre ceux-ci et l'espèce humaine. Comme tous les primates, ils ont une main avec un pouce opposable aux autres doigts, ce qui leur permet d'attraper des objets ou de saisir les branches pour grimper dans les arbres. Il existe 285 espèces de singes vivants dans le monde. Notre propre espèce, l'humain, fait partie de ce groupe. Dans le langage courant, le mot « singe » désigne souvent n'importe quel autre singe, à l'exception de l'être humain. La guenon est la femelle du singe, quelle que soit son espèce. Comme tous les primates, les singes ont des mains à 5 doigts avec un pouce opposable, qui leur permet de s'accrocher aux branches. Ils ont aussi des ongles au lieu des griffes. Différemment des autres primates, les singes ont un nez plutôt qu'une truffe, une mâchoire plus courte et des yeux placés sur le devant de la tête, ils ont donc un visage plutôt qu'un museau. Il existe un grand nombre d'espèces de singes très différents. Le plus petit est le Ouistiti pygmée, il mesure 12 cm et pèse entre 120 et 130 g. Le gorille, quant à lui, est le plus grand singe du monde. Un singe préhistorique, le Gigantopithèque, qui a disparu il y a 400 000 ans, était cependant encore plus grand. Les singes ont également une très bonne vue, ils partagent un certain nombre de points communs au niveau des yeux qui leur sont très utiles pour vivre dans les arbres et y trouver de la nourriture. Chez les primates et tout particulièrement les singes, les yeux se trouvent sur l'avant du crâne, plutôt que sur les côtés, du coup, une bonne partie de ce que voit un œil est vu par l'autre aussi, cela a 2 conséquences. Les singes ont un champ de vision plus restreint que les autres animaux, ils voient moins de choses à la fois et sont obligés de tourner la tête. En revanche, dans la zone de leur champ de vision qui est perçue par les 2 yeux en même temps, les singes voient en relief, ce qui est un avantage, surtout lorsque l'on se déplace dans les arbres. Chez les singes, les orbites sont complètement fermées, grâce à un os, l'os postorbital. Les tarsiers, les cousins des singes, ont aussi un os postorbital, mais leur orbite n'est pas complètement fermée. Chez les autres primates, comme les lémuriens, l'orbite est ouverte. Le fait que l'orbite soit fermée permet à l'œil de moins bouger, d'être plus stable. Les singes ont donc une vision plus nette que les autres animaux. Les singes et les tarsiers ont également une zone à l'intérieur de l'œil appelée fovea. La fovea permet de mieux voir ce qui se trouve au centre de notre champ de vision, avec une netteté beaucoup plus grande. Les singes de l'Ancien Monde, dont l'homme fait partie, ont en plus une particularité supplémentaire, leur œil est capable de capter 3 couleurs, le bleu, le rouge et le vert, au lieu de 2 pour les autres singes, le bleu et le jaune. C'est grâce à ces couleurs que nous sommes capables de reconstituer les couleurs réelles de ce que nous voyons, plus l'œil capte de couleurs, plus la vision des couleurs sera précise. On pense qu'elle est très utile, notamment, pour chercher sa nourriture. En forêt, les jeunes pousses sont souvent rouges, de même que les fruits mûrs. Un singe capable de distinguer le rouge du vert peut donc voir des bourgeons bien tendres parmi les feuilles, ou distinguer un fruit mûr d'un fruit vert, alors qu'un singe qui en est incapable, lui, ne verra que du jaune. Un grand nombre de singes vivent notamment dans les forêts pluvieuses des pays du Sud et la savane boisée d'Afrique. La plupart sont arboricoles, c'est-à-dire qu'ils vivent dans les arbres, mais certaines espèces vivent plutôt au sol, comme par exemple les babouins et les patas. Les singes utilisent généralement leurs mains pour attraper les branches et s'y accrocher. Cela permet aux singes de se déplacer dans les arbres sans tomber. Un grand nombre d'espèces de singes sont assez petits. En cas de danger, ils se réfugient dans les arbres, sur les plus hautes branches, où leurs prédateurs, plus gros et plus lourds, ne peuvent pas venir les chercher. Certains singes sont tout particulièrement adaptés à la vie dans les arbres et n'en descendent que rarement, voire jamais. Les singes araignées ont de longs bras,
mais aussi une queue qui est capable de s'enrouler autour d'une branche et de s'y accrocher. C'est presque comme une cinquième main, grâce à laquelle le singe ne tombe jamais. Il peut ainsi rester suspendu par la queue, pendant qu'il utilise ses mains pour se nourrir, par exemple. Les gibbons, eux, n'ont pas de queue, mais des bras gigantesques, capables de grands mouvements. Ces singes ne marchent quasiment jamais, ils se déplacent en se balançant de branche en branche, suspendus par leurs bras et volent, littéralement d'arbre en arbre. D'autres singes plus grands, comme les babouins, vivent plutôt à terre, notamment dans la savane. C'est, notamment, le cas de l'homme, un des rares singes à avoir des jambes plus longues que les bras. Les singes sont capables de coloniser les milieux les plus divers. Les géladas, par exemple, vivent sur les hauts plateaux, au sommet des montagnes d'Éthiopie, au bord de très hautes falaises, qui les protègent des prédateurs. Les macaques japonais vivent dans les montagnes et profitent l'hiver des sources chaudes pour se baigner et se réchauffer. L'homme, enfin, est le seul singe qui se construise un environnement à lui, il bâtit des villes, où il va vivre. D'autres singes se sont d'ailleurs adaptés à la vie en ville, aux côtés des humains, comme certains macaques, notamment en Asie. Nos cousins primates ne parlent pas, mais leur communication est complexe. Cris de contact, alarme, utilisation de suffixes, combinaison de sons, l'étude de la proto-syntaxe des singes permet de comprendre la naissance du langage humain. Les singes font des grimaces pour se reconnaître, c'est comme un code. Ils expriment leurs émotions avec des gestes et des expressions faciales. Les grimaces du singe ont différentes significations, il y en a qui expriment la tristesse, la peur et la colère. Ce langage gestuel est aujourd'hui étudié par les scientifiques, certains tentent mettre de même au point un dictionnaire. Mais on sait aussi que certaines espèces de singes ont un véritable langage, le moine de Campbell possède son propre langage, ces singes maîtrisent 6 cris différents, qu'il utilise dans des circonstances différentes, un peu comme nous utilisons des mots. En les associant, ils forment un véritable langage, avec des phrases, destinées à communiquer les uns avec les autres. En étudiant les cercopithèques, des primatologues ont constaté qu'il avait des cris différents prédateurs, mais aussi qu'ils pouvaient préciser où se trouvait le prédateur grâce à leurs cris. Les scientifiques se sont demandé pourquoi les singes ne pouvaient pas prononcer un langage articulé, comme celui des humains. Le larynx est la partie de la gorge qui permet à l'homme de produire des sons, la voix. Chez les autres singes, le larynx est différent, ils ne peuvent donc pas parler. On a cru longtemps que cette différence dans l'anatomie était la raison pour laquelle les singes ne pouvaient pas parler, mais certains scientifiques pensent aujourd'hui qu'une différence de connexion entre les neurones pourrait être la vraie raison. Pourtant, des primatologues ont réussi à communiquer avec des singes en leur apprenant d'autres types de langage. Les singes comptent parmi les animaux les plus intelligents sur Terre, l'homme se caractérise parmi les animaux par sa capacité à utiliser un langage, à construire des choses et à utiliser des outils, on retrouve certaines de ces caractéristiques chez d'autres singes. Selon Julia Watzek, chercheur en psychologie à l'Université de l'État de Géorgie, États-Unis, l'être humain est indéniablement exceptionnel. Mais il sait aussi parfois se montrer très bête, fin de citation. Une conclusion qu'elle tire de travaux menés sur la flexibilité cognitive des singes, et qui montre que nos cousins apparaissent bien plus enclins que nous à explorer des solutions différentes de celles qu'ils connaissent lorsqu'il s'agit de résoudre un problème. Assez souvent nous voyons des singes manger des fruits d'arbres, comme des bananes. Néanmoins, comme beaucoup mangent également une certaine forme de protéines animales, ils sont généralement omnivores et non herbivores. Et différentes espèces de singes vivent dans des habitats différents, ils n'ont donc pas tous accès aux mêmes sources de nourriture. Les singes sont des omnivores qui ont une alimentation variée pouvant inclure des noix, des fruits,
des graines, des œufs, des insectes, des lézards, etc. Avec plus de 300 espèces de singes et de grandes différences entre les espèces de singes de l'Ancien Monde, Afrique et Asie, et du Nouveau Monde, les Amériques, leur régime alimentaire s'est adapté aux aliments disponibles localement. Les singes sont des mammifères de l'ordre des primates. Ils sont membres du sous-ordre Apollorini et de l'infraordre Simiiformes, les simiens. Contrairement à ceux du sous-ordre Strepsirini, ils ne peuvent pas synthétiser la vitamine C et en ont donc besoin dans leur alimentation. Pour cette raison, ils exploitent une variété de sources de nourriture pour se nourrir, notamment des bananes et d'autres fruits, ce qui en fait des frugivores. Non seulement la plupart des singes sont généralement omnivores, mais certaines espèces sont à la fois frugivores et insectivores, et d'autres sont principalement frugivores ou insectivores. Le seul primate carnivore obligatoire est le tarsier. Certains types de primates ont une anatomie spécialisée pour exploiter certains aliments, notamment les feuilles, les fruits, la gomme ou les insectes. Les singes hurleurs, par exemple, sont des mangeurs de feuilles avec de longs tubes digestifs pour absorber les nutriments des feuilles difficiles à digérer, tout comme les singes colobes. Les deux ont également des estomacs à plusieurs chambres qui permettent une fermentation spécialisée de la matière végétale, similaire à celle des ruminants. Les singes capucins mangent à la fois des matières végétales ainsi que des insectes et d'autres petits animaux. Le gélada est la seule espèce de singe de l'Ancien Monde et le seul primate dont le régime alimentaire principal est l'herbe, ce qui en fait un herbivore. Avec toute la consommation de fruits que font les singes, ils sont obligés de tomber sur des fruits trop mûrs. Et ils le font, souvent. Des singes ivres ont été observés après avoir mangé une grande quantité de fruits fermentés odorants. Mais ne vous inquiétez pas, la quantité d'alcool qu'ils consomment est relativement faible. Parce qu'ils obtiennent l'alcool fermenté naturellement à partir de fruits au lieu de le séparer dans sa boisson, ils deviennent rassasiés et cessent de consommer. Qu'en est-il de se livrer à des actes de cannibalisme ? Ce comportement, qui est rare chez les singes par rapport aux autres primates, peut se produire pour l'une des raisons suivantes. Une femelle enceinte voulant les nutriments ou un juvénile qui a été récemment sevré sont quelques possibilités. Que mangent les singes sauvages? Espèces frugivores et omnivores, bananes, mangues, fruits frais comme les baies, les pépins et les drupes, et autres fruits. Espèces frugivores et omnivores, herbes, feuilles, fleurs, bourgeons, graines, gommes, nectar. Espèces insectivores, omnivores et carnivores obligatoires, insectes, escargots et autres invertébrés. Omnivores et espèces de carnivores obligatoires, œufs d'oiseaux, oiseaux, lézards, chauves-souris, écureuils et autres petits vertébrés. Que mangent les singes des villes? Fruits des arbres. La nourriture des humains. Nourriture jetée à la poubelle. Les singes sont-ils omnivores? Oui, les singes sont omnivores et peuvent manger des plantes et des animaux. Cependant, il est important de noter que la majorité de la plupart des espèces de singes ont des régimes qui penchent fortement vers les matières végétales. Par exemple, de nombreux singes du Nouveau Monde ont une alimentation composée à environ 95% de plantes et à 5% d'invertébrés comme les insectes ou les ongles. Les chimpanzés ont un régime similaire, par exemple. La viande et les produits d'origine animale représentent 6% de leur apport calorique tandis que les invertébrés représentent 4%. La matière végétale constitue les 90% restants de leur alimentation. Les gorilles sont encore plus enclins aux calories provenant des plantes et ne complètent leur alimentation végétale qu'avec une petite quantité d'invertébrés comme les fourmis, les termites et les larves. C'est-à-dire qu'un régime alimentaire omnivore mais fortement axé sur les plantes est courant chez les primates.